Dans la nuit du 16 juillet 2025, Zahra Khairina Mahathir, âgée de 13 ans, a été retrouvée inconsciente près d'un égout, à proximité de son dortoir. Selon la version officielle, l'adolescente aurait fait une chute depuis le 3e étage. Pourtant, sa mère a rapidement constaté la présence d'ecchymoses qui semblaient incompatibles avec cette hypothèse. Peu après, un journal intime dans lequel Zahra relatait plusieurs semaines de harcèlement a été découvert. Des rumeurs ont alors commencé à circuler, selon lesquelles des familles influentes auraient tenté de protéger les personnes potentiellement impliquées. Ce qui n'était au départ qu'un drame personnel discret s'est vite transformé en l'une des affaires les plus médiatisées de l'année en Malaisie. Parents, responsables politiques et citoyens réclamaient des explications. Et aujourd'hui encore, alors que l'enquête est toujours en cours, une question demeure. Que s'est-il réellement passé pour Zahra ? Le 10 août 2025, le sultan de Pahang, Al-Sultan Abdullah, a prononcé une rare déclaration publique. Il a invité chaque mosquée, ainsi que toutes les assemblées religieuses de l'État, à organiser une prière spéciale, le Salat Hajat, que les musulmans accomplissent pour implorer la justice. La famille royale a également publié un message sur les réseaux sociaux précisant que cette prière était dédiée à l'affaire Zahra. Ce geste a clairement souligné l'ampleur qu'avait prise cette affaire à l'échelle nationale. Il ne s'agissait plus seulement d'une famille en quête de vérité. L'affaire avait désormais gagné le palais, les mosquées et mobilisé tout le pays. Lorsque le chef de l'État appelle à la prière, cela signifie que c'est l'ensemble de la Malaisie qui suit cette affaire. Mais pour comprendre comment les choses en sont arrivées là, il faut revenir en arrière. Tout a commencé dans la nuit du 16 juillet. Le campus était silencieux. On n'entendait que le chant des cigales et çà et là, quelques pas isolés, tandis que les lumières du dortoir s'éteignaient une à une. Le corps de Zahra a été retrouvé près d'un caniveau, au pied du bâtiment du dortoir. Elle n'avait que 13 ans. La première version des faits était simple, et elle s'est rapidement propagée. Une chute depuis le 3e étage. Un tragique accident. Du moins, c'est ainsi que les choses ont été présentées aux personnes présentes. Mais le chagrin rend attentif aux moindres détails. Lorsque la mère de Zahra est arrivée sur les lieux, un profond sentiment d'inquiétude l'a immédiatement envahi. L'explication paraissait trop rapide, trop commode. Plus tard, en voyant de près le corps de sa fille, l'inquiétude a laissé place au doute. Les ecchymoses qu'elle a observées racontaient autre chose. Elles étaient situées à des endroits qui ne correspondaient pas aux blessures typiques d'une simple chute. Et ce qui l'a troublée davantage, c'est un souvenir brutalement remonté à la surface. Une conversation survenue quelques jours avant la mort de Zahra. Sa fille lui avait confié qu'elle avait peur de quelqu'un dans le dortoir. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ? Pour le comprendre, il est essentiel de savoir qui était Zahra. Elle était élève à l'école professionnelle religieuse Tundatu Mustafa, située dans le district de Papar, dans l'état de Sabah. Fondé en 2003, l'établissement occupait autrefois un bâtiment appartenant à l'Université nationale de Malaisie. Au fil des années, il avait acquis une solide réputation grâce à la combinaison d'un enseignement professionnel et d'une formation religieuse. De nombreuses familles influentes y envoyaient leurs enfants, dans l'espoir que le nom de l'école leur offrirait respect et opportunités. Comme dans la plupart des internats, les élèves vivaient sur le campus et ne retrouvèrent leur famille que de temps à autre. L'objectif était de leur enseigner l'autonomie, la discipline et la capacité à vivre en collectivité. Cette image s'est effondrée lorsque la nouvelle de la mort de Zahra s'est répandue. Ceux qui la connaissaient personnellement décrivaient Zahra comme une jeune fille douce et discrète. Elle parlait d'une voix calme, souriait souvent et baissait les yeux en saluant. Elle engageait rarement la conversation mais répondait toujours avec chaleur et politesse. Ses camarades se souviennent d'elle comme de l'une des élèves les plus bienveillantes qu'ils aient jamais rencontrées. Zahra faisait preuve d'une étonnante maturité pour son âge. Au sein de sa famille, elle se montrait posée et responsable. Mais auprès de sa mère, elle se permettait simplement d'être elle-même, plaisanter, fredonner, sourire, partager ses petites joies. Personne ne soupçonnait alors que derrière ce sourire se cachait une tension profonde. À l'école, Zahra affrontait ses difficultés en silence. Elle ne se plaignait pas lorsque les cours lui paraissaient trop exigeants. Elle ne demandait pas d'aide lorsqu'elle se sentait triste. Elle n'essayait jamais d'attirer l'attention. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était que sa famille, et en particulier sa mère, soit paisible et heureuse. Mais un jour,
Zara s'est ouverte. C'était une conversation banale. Elle était assise près de sa mère, Noraïda, et elle discutait comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Tout se passait paisiblement, jusqu'à ce que sa mère lui pose une question simple. Comment allèrent ses amis? Zara s'est figée. Son visage s'est fermé. Elle est restée sans voix. À cet instant précis, Noraïda a compris que quelque chose n'allait pas. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle s'est contentée de lui prendre la main, doucement, et elle a attendu. Alors, Zara a murmuré des mots qui lui ont brisé le cœur. Il y a des gens qui continuent à m'embêter. J'ai peur des lycéens. Ils continuent à me menacer. Noraïda a immédiatement saisi la gravité de ce que venait de dire sa fille. Elle a tenté de la rassurer, lui a dit qu'elle pouvait tout lui dire, et lui a promis qu'elle serait toujours là pour la soutenir. Elle espérait que cette confidence marquerait un premier pas vers un soutien plus concret. Mais après cela, Zara n'a plus jamais reparlé du sujet. La fois suivante où Noraïda, la mère de Zara, reçut des nouvelles de sa fille, ce fut pour lui annoncer sa mort soudaine. Le 16 juillet 2025, peu avant la prière de l'aube, un bruit sourd fut entendu à proximité du dortoir des filles. Vers 3 heures du matin, le corps de Zara fut retrouvé étendu au sol, près d'un caniveau. Elle n'avait alors que 13 ans. Grièvement blessée, elle ne montrait presque aucun signe de vie. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital Queen Elizabeth de Kota Kinabalu. Le spectacle était insoutenable. Le corps frêle de Zara était à l'agonie. Ses parents se tenaient à ses côtés, impuissants, assourdis par le rythme implacable des appareils médicaux. Peu après, le médecin leur annonça la terrible nouvelle. Zara était en état de mort cérébrale. Le lendemain, vers 13 heures, elle fut officiellement déclarée morte. Elle fut inhumée dans le quartier de Kungkamala Mesapo-Chipang. Lorsque la nouvelle de sa disparition se répandit, une question s'imposa dans tous les esprits. Quelle était la véritable cause de sa mort? Était-elle tombée seule ou quelqu'un l'avait-il poussée? Dès le début, une explication a été avancée presque aussitôt. Zara serait tombée du 3e étage de la résidence universitaire. Les autorités ont présenté les faits comme un tragique accident. À ce stade, aucune autopsie complète n'avait été pratiquée. Seuls les premiers rapports médicaux faisaient état d'un traumatisme crânien et d'une privation d'oxygène, des conséquences considérées comme classiques après une chute. Pendant un temps, cette version fut la seule transmise au public. Mais lorsque les médias ont été alertés, le visage de Zara s'est retrouvé partout. Les gros titres ont fait la une en Malaisie, en Indonésie, à Singapour et jusqu'au Brunei. Sa mort soudaine et inexpliquée a suscité d'innombrables théories. Des journalistes se sont rendus sur place, à l'école, au dortoir, pour tenter d'obtenir des réponses. Ils ont cherché à interroger les enseignants, les élèves, le personnel. Mais personne ne voulait parler. Personne n'osait dire un mot. Ce silence n'a fait que renforcer les soupçons. La mort de Zara avait-elle vraiment été accidentelle? Ou tentait-on de dissimuler la vérité sous une version commode et hâtive? Pendant que les journalistes tournaient autour de l'école, la famille de Zara faisait face à quelque chose d'encore plus troublant. Dans l'islam, les rites funéraires obéissent à des étapes précises et sacrées. D'abord, le corps est lavé par les proches. Ensuite, il est enveloppé dans des linceuls. 3 couches pour les hommes, 5 pour les femmes. Le corps est ensuite transporté à la mosquée pour la prière, avant d'être inhumé. Dans le cas de Zara, l'une des personnes qui a procédé à la toilette mortuaire fut sa propre mère. C'est à ce moment-là que tout a changé. En touchant le corps de sa fille, ses mains ont perçu ce que personne d'autre n'avait remarqué. Des marques qui ne devaient pas être là. Des ecchymoses sur l'ensemble du corps. De multiples blessures sur les bras de Zara, dans son dos, jusque sur ses jambes. Des lésions dont ni les médecins ni les enquêteurs ne lui avaient reparlé. Rien ne correspondait aux conséquences d'une simple chute. Une chute laisse des traces reconnaissables. Des impacts dans une seule direction, un point de contact net, des écorchures localisées là où le corps a heurté le sol. Mais les marques sur le corps de Zara racontaient une autre histoire. Certaines étaient récentes, d'un violet profond, couleur d'un coup porté quelques heures plus tôt. D'autres, plus anciennes, prenaient une teinte jaunâtre et verdâtre, signe de blessures remontant à plusieurs jours. Il ne s'agissait pas de blessures isolées. C'était une superposition. Des strates de violence, des traces dissimulées sous des manches longues et un hijab, des coups que personne n'avait vus, jusqu'à ce que sa mère les découvre de ses propres yeux.
Ce n'était pas normal. Et pourtant, les documents officiels n'en faisaient aucune mention. Les premiers rapports médicaux se concentraient exclusivement sur le traumatisme crânien et les lésions cérébrales, en accord avec la version d'une chute accidentelle. Aucune mention n'était faite des ecchymoses que Noraïda voyait désormais de ses propres yeux. Comment quelque chose d'aussi visible, d'aussi indéniable, avait-il pu être totalement absent des documents officiels? Pour elle, cela ne faisait plus aucun doute. La mort de Zara n'était pas un accident. Elle exigea des réponses. Elle insista pour qu'une autopsie soit pratiquée. Elle ne pouvait pas accepter que la mort de sa fille soit classée, oubliée, effacée. Mais à ce moment-là, les funérailles avaient déjà commencé. Tout ce que Noraïda pouvait faire, c'était attendre. Attendre l'autorisation d'exhumer le corps de sa fille. 2 jours plus tard, le 18 juillet, le chef de la police du district de Papar, Kamaru Ambos Saka, fit une déclaration. Il annonça l'ouverture d'une enquête et appela la population à cesser les spéculations. Mais à ce stade, la confiance dans les autorités était déjà gravement entamée. De plus en plus de voix accusaient la police de vouloir protéger quelqu'un, de couvrir ceux qui avaient fait du mal à Zara. Le 3 août, Noraïda prit une décision qui allait marquer un tournant dans l'affaire. Accompagnée d'un avocat, elle déposa un rapport officiel. Elle y relata, dans le détail, ce qu'elle avait vu le 17 juillet, lorsqu'elle avait lavé le corps de sa fille pour la dernière fois, les ecchymoses, les blessures, les marques de violence, tout ce que personne, jusque-là, n'avait jamais mentionné. Le même jour, les enquêteurs reçurent l'enregistrement audio d'une conversation entre Zara et sa mère. Dans cet échange, Zara parlait de sa vie à l'école et de la peur que lui inspiraient 2 élèves de terminale. Mais une autre découverte allait s'avérer déterminante pour la suite de l'enquête. Lorsque les effets personnels de Zara furent enfin restitués à sa famille, un journal intime fut retrouvé parmi ses affaires scolaires. Il était dissimulé et n'apparaissait pas au premier regard. Ce n'était pas un simple cahier de notes. Il comptait 51 pages, rédigées à la main avec soin, et révélait une image troublante de la vie que menait Zara au sein du pensionnat. Un détail mérite d'être souligné. L'une des pages était tachée de sang. On ignore encore comment ces marques sont apparues, ni à quel moment elles ont été faites. Le contenu du journal lui-même était tout aussi perturbant. Certaines pages livraient des réflexions éparses sur l'amitié ou les difficultés du quotidien à l'école. Mais ce qui frappait le plus, c'étaient les passages consacrés à sa relation avec sa mère. Ils étaient durs, intenses, parfois même cruels. Dans l'un des passages, Zara écrivait qu'elle se porterait mieux sans sa mère, en employant des mots durs et profondément blessants. Ce n'était pas un simple élan de colère passager. Ces pages étaient imprégnées de douleur, de déception et d'émotions qui dépassaient largement ce que l'on attendrait d'une adolescente de son âge. Elle racontait aussi que certains élèves de terminale l'isolaient, se moquaient d'elle et l'humiliaient. Certaines nuits, elle ne parvenait pas à dormir à cause des tensions à l'école. On lui criait dessus, ou on la forçait à participer à des situations qui la mettaient dans un état d'angoisse tel qu'elle n'arrivait plus à se reposer. Le ton de ses écrits exprimait bien plus que de l'agacement. Il traduisait une peur diffuse et permanente, le sentiment d'être surveillée, exclue, délibérément ciblée. À plusieurs reprises, Zara faisait allusion, avec précaution, à quelque chose d'encore plus grave. Elle choisissait ses mots avec soin, mais certains passages ont ensuite été interprétés par les enquêteurs comme de possibles signes d'agression sexuelle. Les descriptions de rencontres oppressantes, le sentiment d'être acculée, l'insécurité, les émotions qu'elle n'arrivait pas à formuler clairement, laissaient entrevoir des violences bien plus graves que du harcèlement ordinaire. Pour une fille de 13 ans, le simple fait d'écrire ces mots était déjà un acte de désespoir. C'était, à sa manière, un appel à l'aide. Le journal intime avait aussi une valeur probante particulière. Son contenu recoupait ce que Zara avait déjà confié à sa mère. Elle y avait nommé les 2 lycéens qu'elle craignait le plus. Et dans ces pages, leurs noms revenaient sans cesse. Cela témoignait du caractère répété et structuré des faits, et non d'un incident isolé. Pour les enquêteurs, le journal intime ne constituait pas seulement un élément de contexte. Il remettait en cause la thèse de l'accident. Si Zara vivait dans un état de peur constant, sa chute ne pouvait plus être interprétée comme le fruit du hasard. Lorsque le contenu du journal a été rendu public, il a suscité une réaction immédiate. Beaucoup y ont vu le dernier témoignage de Zara,
la preuve qu'elle avait tenté de demander de l'aide par le seul moyen qui lui était accessible. La veille du drame, une élève avait signalé la disparition de 300 ringgit et d'une carte bancaire. La rumeur s'était rapidement propagée et certains avaient commencé à désigner Zara comme la coupable présumée. Ces accusations n'ont jamais été prouvées. Il existait néanmoins au sein du foyer une pratique appelée réunion de consentement. Il s'agissait de séances au cours desquelles les élèves désignaient collectivement un camarade et le poussaient à avouer des fautes supposées. Plusieurs témoignages ont ensuite décrit ces réunions comme une forme de harcèlement organisé. On ignore si Zara a été confrontée à l'une de ces séances ce soir-là, mais les soupçons de vol ont pu accentuer la pression qu'elle subissait déjà dans les dernières heures précédant sa chute. Certains camarades de classe ont reconnu plus tard que l'atmosphère dans le dortoir était tendue, pesante, parfois même inquiétante, confirmant en partie ce que Zara avait décrit dans son journal. D'autres ont préféré se taire, sans doute par peur, la même peur qui avait réduit Zara au silence. À mesure que l'attention du public grandissait, de plus en plus de gens ont commencé à chercher des réponses en ligne. Tout le monde voulait comprendre la chronologie exacte des événements. Très vite, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Son auteur affirmait être proche du dossier et ses révélations ont bouleversé tout le pays. Selon lui, des enregistrements montraient Zara victime de harcèlement. L'une des accusations les plus choquantes évoquait un épisode au cours duquel la jeune fille aurait été enfermée dans une machine à laver utilisée comme moyen de torture. Cette histoire s'est propagée à une vitesse fulgurante. Les réseaux sociaux ont été inondés de photos, de témoignages anonymes, de commentaires indignés. L'opinion publique a réagi instantanément. Certains internautes accusaient les enseignants de rester passifs, de fermer les yeux sur ce qui se passait sous leur responsabilité. De nouveaux témoignages d'élèves ont ravivé la tension. L'un d'eux a déclaré avoir vu Zara recroquevillée dans un coin peu avant sa chute, semblant blessée. Un autre a rapporté avoir entendu des bruits inhabituels cette nuit-là. Ces éléments faisaient naître une hypothèse glaçante. Et si le harcèlement n'avait pas seulement été toléré, mais intégré à la vie quotidienne de l'établissement? D'autant que l'internat accueillait des enfants issus de familles influentes, ce qui ne faisait qu'alimenter les soupçons. Était-il possible que Zara ait été persécutée par ceux que personne n'osait accuser? Par ceux que l'on protégeait, en silence? Le 6 août, l'avocat de la famille de Zara a fait une déclaration officielle. Il a informé les journalistes que la vidéo montrant une machine à laver était un faux. Les seules preuves réelles demeurèrent les documents remis à la police par la mère de Zara. Les autorités ont rapidement identifié l'auteur de cette vidéo. Il s'agissait d'une professeure d'anglais. L'enquête a révélé qu'elle avait fabriqué ce montage de toutes pièces dans le but d'attirer l'attention et peut-être d'en tirer un avantage financier. Elle s'est ainsi retrouvée au cœur d'une procédure pénale qui pourrait avoir de lourdes conséquences judiciaires. Mais le mal était déjà fait. Ce faux n'a fait qu'alimenter davantage la colère, amplifier le chaos et accroître la méfiance qui entourait déjà l'affaire. Lorsque la pression publique a atteint son paroxysme, notamment après la révélation des hématomes sur le corps de Zara et la publication de son journal intime, le procureur général a ordonné une mesure aussi rare qu'exceptionnelle dans ce type de dossier: l'exhumation du corps de la jeune fille, afin de permettre une autopsie complète et indépendante. Le 9 août, l'équipe médico-légale est arrivée au cimetière musulman de Tanjung Ubi vers 17h. À 19h, le corps de Zara a été exhumé et transporté à l'hôpital Queen Elizabeth. L'autopsie a commencé dans la soirée et s'est poursuivie tard dans la nuit. Elle s'est achevée vers 19h30, le 10 août. Quelques heures plus tard, à 1h15 du matin, le 11 août, Zara a été réinhumée dans le même cimetière. Cette seconde autopsie a marqué un tournant. Les médecins légistes ont confirmé que Zara avait bien subi un traumatisme crânien sévère et présentait des signes d'hypoxie, compatibles avec une chute de grande hauteur. Cependant, certains éléments ne concordèrent pas avec la version d'un simple accident. Certaines lésions observées ne s'intégrèrent pas dans le schéma typique d'une chute. Elles ne permettèrent pas non plus d'expliquer les nombreuses ecchymoses relevées auparavant sur son corps. Puis, une découverte inattendue est venue bouleverser l'enquête. Des traces de phénitoïne ont été détectées dans les tissus rénaux de Zara. Il s'agit d'un médicament généralement prescrit dans le traitement de l'épilepsie et des troubles convulsifs. Or, Zara n'avait jamais reçu un tel diagnostic. La présence de cette substance ne trouvait aucune justification dans ses antécédents médicaux connus. Cette anomalie a fait surgir de nouvelles questions.
Zara aurait-elle pu ingérer ce médicament par erreur? Était-il lié à un traitement non déclaré? Ou bien avait-il été administré intentionnellement? Aucune réponse définitive n'a pu être apportée. Mais la simple présence de la phénitoïne a considérablement élargi les contours de l'affaire. Il ne s'agissait plus uniquement d'une chute depuis un balcon. Lorsque l'audience a débuté, l'experte judiciaire Jessie Hughes a été la première témoin appelée à la barre. Le 4 septembre 2025, elle a comparu devant le tribunal. Dans son exposé, elle a souligné qu'il était hautement improbable que la chute de Zara ait été causée par un simple glissement accidentel, ou même par une poussée, si la personne se trouvait debout au sol, à proximité de la balustrade. À l'aide d'un mannequin, Jessie Hughes a démontré que les blessures constatées sur la jambe gauche, le poignet, le flanc et le dos de Zara correspondaient à une chute vers l'avant depuis une certaine hauteur, au cours de laquelle la victime touche d'abord le sol avec les pieds avant de basculer en arrière et de heurter violemment la tête. Ce scénario excluait l'hypothèse d'une chute involontaire par-dessus la balustrade. Selon l'experte, pour atterrir à l'endroit exact où elle a été retrouvée, Zara avait soit sauté délibérément, soit avait été projetée hors du balcon. Lorsqu'on lui a demandé explicitement si cela pouvait suggérer un suicide, Jessie Hughes n'a pas donné de réponse catégorique. Elle a rappelé à plusieurs reprises que ce type de conclusion ne relevait pas de la médecine légale, mais de l'appréciation souveraine du tribunal. Au cours de l'audience, la question d'éventuelles violences antérieures à la chute a également été abordée. Les avocats de la mère de Zara ont demandé si des coups ou des gifles pouvaient avoir laissé des traces. Jessie Hughes a reconnu qu'il était possible que de telles lésions superficielles aient existé, mais que, l'autopsie ayant été pratiquée plusieurs semaines après les funérailles, ces marques avaient très probablement disparu. Elle a toutefois précisé que son examen n'avait révélé aucun signe de violence physique immédiate juste avant la chute. Cependant, à l'extérieur de la salle d'audience, l'attention du public s'est portée sur un autre aspect de l'affaire. Des photographies et des témoignages visuels montraient que Zara gisait près du caniveau dans une position étonnamment calme, presque recueillie. Ses bras et ses jambes n'étaient pas écartés, contrairement à ce que l'on observe habituellement lors d'une chute incontrôlée. Pour beaucoup, ce détail semblait troublant. Si Zara avait réellement sauté, comme certains le supposaient, son corps aurait dû se trouver dans une posture différente, traduisant le désordre et la brutalité de l'impact. La posture immobile et compacte de son corps a conduit certains à formuler une hypothèse inquiétante. Et si Zara était déjà inconsciente avant de heurter le sol? Dans ce cas, elle n'aurait pas pu sauter d'elle-même. Cette interprétation s'est rapidement répandue sur Internet. De nombreux internautes ont affirmé que Zara avait peut-être été poussée ou neutralisée avant sa chute. Sur les réseaux sociaux, la position de son corps a été brandie comme une preuve potentielle d'un acte criminel, même si les conclusions médico-légales ne confirmaient pas cette lecture. Ainsi, le fossé entre les données scientifiques et la perception collective n'a fait que se creuser, renforçant le mystère entourant l'affaire. D'un côté, l'analyse technique de l'experte médico-légale Jessie Hughes suggérait que la chute était très probablement intentionnelle, provoquée par Zara elle-même. De l'autre, l'opinion publique, nourrie par le doute et les spéculations, continuait d'exiger des réponses. Loin d'apaiser les tensions, l'exhumation n'a fait que souligner davantage la fracture entre la version officielle et les convictions populaires. Des rumeurs ont commencé à circuler sur Internet, affirmant que l'établissement scolaire aurait tenté de dissimuler la vérité en confisquant les téléphones portables des élèves afin d'empêcher toute fuite d'informations. Le 30 juillet, un message devenu viral a accusé plusieurs adolescents issus de familles aisées d'être impliqués dans le harcèlement dont Zara aurait été victime. Les enfants de hauts responsables de la police, voire celui d'un ministre, ont été évoqués. Cependant, après la diffusion d'un enregistrement audio d'une conversation entre Zara et sa mère, dans laquelle elle nommait directement certains lycéens, ces théories ont progressivement perdu en crédibilité. Des zones d'ombre demeuraient toutefois. Le 18 août, les autorités ont confirmé que 5 élèves étaient bel et bien impliqués dans des actes de harcèlement à l'encontre de Zara. Aucune d'entre elles n'appartenait à une famille influente. Ces adolescentes sont devenues les premières élèves en Malaisie à être poursuivies en vertu d'une nouvelle loi adoptée à la suite de la mort tragique de Rajasari Pao, une jeune fille victime de cyberharcèlement. Jusqu'alors, les affaires de ce type étaient jugées en vertu d'un autre article qui prévoyait des peines plus légères. La nouvelle législation prévoit désormais des peines pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement, une amende ou les deux.
Le 20 août 2025, les 5 jeunes filles ont été officiellement inculpées devant le tribunal pour enfants de Kota Kinabalu. Elles étaient accusées d'avoir proféré des propos injurieux à l'encontre de Zara, lui ayant causé de graves souffrances psychologiques. Les audiences ont été fixées pour le mois de septembre. L'enquête est rapidement devenue l'une des plus importantes de l'histoire judiciaire du pays. Au total, 195 témoins ont été entendus, parmi lesquels figuraient des camarades de classe, des enseignants, des médecins et des membres des forces de l'ordre. Parallèlement, des enquêtes internes ont été ouvertes contre plusieurs policiers soupçonnés d'avoir mal géré des éléments de preuve ou d'avoir déformé certains faits. Dès les premières semaines, l'idée de créer une commission royale d'enquête a été envisagée, une mesure extrêmement rare dans les affaires impliquant des mineurs. Mais elle était de plus en plus réclamée par les soutiens de Zara. Dans les rues, des foules se sont rassemblées pour exiger une seule chose: justice pour Zara. Les réseaux sociaux ont été submergés par la colère et l'indignation. Beaucoup accusèrent les autorités de minimiser la gravité de l'affaire en la réduisant à un simple cas de harcèlement alors qu'elle avait conduit à la mort d'une adolescente. Ce deuil collectif s'est également exprimé dans la musique. Plusieurs chansons dédiées à Zara ont circulé en ligne, mêlant compassion et protestation. Cependant, tout n'a pas été unanimement salué. Certains ont reproché à des artistes et à des commerçants de chercher à tirer profit de la tragédie. Des autocollants, des badges et des t-shirts à l'effigie de Zara étaient vendus au nom de la solidarité, mais beaucoup y voyaient une forme d'exploitation. Et pourtant, au milieu du tumulte et des tentatives de récupération, d'innombrables personnes ont sincèrement lutté pour elle. Des citoyens qui priaient, participaient à des marches silencieuses, à des veillées et à des manifestations, dans l'espoir que justice soit enfin rendue. L'histoire de Zara a depuis longtemps dépassé les murs de son pensionnat. Ce qui avait commencé par les doutes d'une mère est devenu un débat national, mobilisant enquêteurs, responsables politiques et une opinion publique profondément bouleversée. La pauvreté ne se contente pas de vider les poches, elle peut aussi dépouiller une personne de tout espoir. Lorsqu'un être humain se retrouve acculé, ses choix le mènent souvent à la violence, au désespoir ou à la tragédie. C'est précisément ce qui est arrivé à une jeune fille de 16 ans originaire de Hong Kong, nommée Wong Kamui. À un âge où elle aurait dû aller à l'école, elle errait dans les rues nocturnes de la ville, baignée de lumières au néon. Elle vendait son temps et son attention pour survivre. Certains clients la traitaient avec douceur, lui laissant entrevoir une illusion d'amour. Mais ce n'était jamais de l'amour. C'était toujours une transaction. Et tous ceux qui entrèrent dans sa vie n'étaient pas animés de bonnes intentions. Un homme en particulier lui a fait subir des atrocités difficiles à concevoir. L'affaire que je m'apprête à vous raconter est considérée comme l'une des plus choquantes de l'histoire de Hong Kong. Elle est d'une telle cruauté que, lorsque les détails ont été rendus publics, certaines personnes ont déclaré ne plus pouvoir manger de viande. La jeune fille a été tuée et ses restes ont été jetés dans les toilettes. Avril 2008. La modernisation avait transformé presque tous les aspects du quotidien et Hong Kong n'y faisait pas exception. Partout, des gratte-ciel s'élancèrent vers le ciel, tandis que, dans les ruelles étroites laissées dans leur ombre, de petits commerces luttaient pour subsister, cherchant à trouver leur place sans se faire écraser par les grandes enseignes. En journée, des centaines de milliers de personnes se pressaient dans les artères encombrées de la ville pour rejoindre leur lieu de travail. Mais une fois la nuit tombée, l'atmosphère changeait. La métropole froide et effervescente se faisait plus chaleureuse, presque vivante. Derrière les façades de verre et d'acier, des bars et des clubs prenaient vie, leurs enseignes lumineuses découpant l'obscurité et attirant les clients comme des papillons vers la lumière. Lorsque le travail vous laissait à bout de force, c'était ici que vous veniez pour souffler, boire un verre, chanter, grignoter quelque chose. Pour d'autres, cet endroit représentait bien plus qu'un simple divertissement. C'était un dernier recours, une chance de gagner quelques billets et de tenir un jour de plus. Des femmes vêtues de manière provocante stationnaient à proximité des bars, adressant aux passants des regards aguicheurs et proposant du plaisir. Personne ne s'en étonnait. La nuit offrait souvent une échappatoire à la brutalité du quotidien. Mais pour une jeune fille, ce monde allait se transformer en véritable cauchemar. Le 27 avril 2008, un homme saisit un couteau de boucher et l'enfonça dans un morceau de viande, le découpant en petits morceaux. Le sang éclaboussa son visage, son corps, puis les murs de la pièce. Mais il ne préparait pas un repas.
Il jeta plusieurs fragments dans les toilettes. Puis il prit une tête humaine, la plaça dans un sac et la jeta à la mer. Au même moment, chez lui, Tae In-tak regardait le journal télévisé qui évoquait la disparition de Wong Kar-wui. Dès qu'il entendit ce nom, il le reconnut immédiatement. C'était celui que son ami lui avait mentionné lors d'un étrange appel téléphonique. Ce dernier lui avait confié avoir vu la jeune fille peu de temps auparavant. Tae In-tak n'hésita pas. Il appela la police. Mais avant d'aborder le crime lui-même et de comprendre comment Wong Kar-wui s'était retrouvé dans une telle situation, il faut d'abord revenir sur sa vie d'avant. Elle s'appelait Wong Kar-wui, mais elle serait plus tard connue sous les noms de Kike Wong ou Wang. Elle naquit en 1991, dans la province du Hunan, en Chine. Pendant quelque temps, tout se passa bien. Elle vivait avec ses parents et sa sœur aînée. Une enfance ordinaire, sans difficulté majeure. Mais cela ne dura pas. Ses parents se séparèrent, et elle resta avec sa mère. En 1994, 3 ans après la naissance de Wong, sa mère épousa un homme originaire de Hong Kong. La famille recomposée vécut quelques années en Chine continentale. Puis, en 2005, ils s'installèrent à Hong Kong, dans le quartier de Tai Po, un endroit animé, connu pour ses parcs verdoyants et son histoire. Au début, Wong grandissait comme une enfant sans histoire, vive, insouciante, légère. Elle allait à l'école, où ses enseignants la décrivaient comme une élève calme, studieuse, avide de savoir. Peu portée sur le sport ou les activités physiques, elle préférait la lecture et faisait toujours de son mieux. Ses résultats étaient bons. Mais malgré ses efforts, la vie scolaire fut difficile. Sur le plan social, elle peinait à s'intégrer. Les autres élèves se moquèrent d'elle. Elle n'était pas originaire de Hong Kong et son accent la trahissait aussitôt. Elle était régulièrement prise pour cible et les moqueries finirent par laisser place à un véritable harcèlement. Après leur déménagement, la famille commença à rencontrer de sérieuses difficultés financières. Elle n'arrivait plus à payer ses factures, et cela ne passa pas inaperçu dans le voisinage. À cause de cette précarité visible, Wong devint une cible encore plus facile pour les moqueries. Selon certaines connaissances, les dettes familiales auraient atteint près de 50 000 $ hongkongais. En janvier 2008, alors qu'elle était en 3e année de lycée, Wong abandonna ses études. Elle avait 16 ans. Sans diplôme, sans expérience, elle devait désormais affronter le monde du travail et rivaliser avec des adultes pour trouver un emploi. Elle tenta tout, travaux physiques éprouvants, petits boulots, revente de marchandises. Mais les refus devinrent son lot quotidien. Les adultes se moquaient d'elle ou la congédiaient dès le pas de la porte. Elle s'efforçait pourtant de rester digne, de sourire, de ne pas baisser les bras. Elle croyait qu'en persévérant, les choses finiraient par s'arranger. Mais elle n'avait que 16 ans, et décrocher un emploi stable à cet âge relève presque de l'impossible. La pression augmentait. Peu à peu, elle entra en mode survie. Elle devait rester ouverte, disponible, attentive à toute opportunité susceptible de lui rapporter un peu d'argent. Par l'intermédiaire d'une connaissance, elle découvrit l'univers des rendez-vous rémunérés, parfois qualifiés de sugar dating. Il s'agit, en apparence, d'accords où une personne en paie une autre pour passer du temps ensemble. Des relations brèves, souvent assorties de conditions implicites. On pourrait les décrire comme des relations allouées, où la frontière entre rendez-vous social et acte marchand devient floue, voire inexistante. Les rendez-vous rémunérés ne se déroulent pas dans des clubs ni dans des maisons closes. Ce marché opère en ligne. Les jeunes filles y publient des annonces, parfois par l'intermédiaire d'agents, parfois de leur propre initiative. Les clients consultent les profils, envoient des messages, organisent des rencontres. Tout semble presque anodin, comme s'il s'agissait de choisir un service dans un menu. Mais derrière ces écrans se cache une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Parmi ces filles, on trouve souvent des mineurs, et nombre d'entre elles, comme Wong, tentent simplement de survivre. Généralement, tout commençait en douceur. D'abord, les clients proposaient de discuter par messagerie, puis cela se transformait en rendez-vous. Ensuite, une nuit passée ensemble. Ce qui, au départ, portait le nom de compagnie s'effaçait peu à peu, se muant en ce que chacun devine. Et tandis que la société détournait le regard, feignant de croire qu'il ne se passait rien de grave, ce marché tombait progressivement sous l'emprise de réseaux criminels. Une rencontre se monnayait entre 800 et 1600 $ hongkongais.
Les intermédiaires prélevaient leur part, entre 200 et 300 dollars par transaction. Pour Wong, jeune fille de 16 ans, naïve et désespérée, cela paraissait un moyen rapide de gagner de l'argent. Elle intégra l'un de ces réseaux sans réaliser qu'elle entrait dans un univers souterrain où des mineurs offraient leurs services à des hommes bien plus âgés qu'elle. Au début, Wong hésitait. Elle trouvait que tout cela allait trop loin. Mais, nuit après nuit, elle se laissa entraîner toujours plus profondément. Peu à peu, l'adolescente se retrouva complètement piégée dans cet engrenage. Et pourtant, elle s'accrochait encore à un rêve. Quitter cette vie, devenir mannequin, et un jour, mener une existence simple, avec un métier ordinaire et des projets modestes. À la mi-avril 2008, Wong était de retour sur le forum. Elle publiait de nouvelles annonces et échangeait avec des clients potentiels. Certains d'entre eux ne recherchaient même pas de relations intimes. Ils avaient simplement besoin de parler, de confier leur journée à quelqu'un. Puis vint le message qui allait tout changer. Une nouvelle notification s'afficha à l'écran. Un homme sous le pseudonyme de Fatty Ting. Il ne tourna pas autour du pot et demanda immédiatement combien cela coûtait. Il souhaitait la rencontrer, et Wong lui répondit comme elle le faisait toujours avec les nouveaux clients. Chaleureusement, naturellement, comme s'ils se connaissaient déjà. Elle lui envoya ses tarifs, et Ting régla la somme complète à l'avance, non seulement pour la rencontre, mais aussi pour le forfait, le rendez-vous et les services qui l'accompagnaient. Mais Ting n'était pas un novice dans ce milieu. Il avait mis les pieds dans cette industrie dès l'âge de 16 ans, lorsqu'il payait lui-même des femmes adultes. En grandissant, ses préférences évoluèrent. Il se mit à rechercher des filles de plus en plus jeunes. Des filles comme Wong. Ting est né en 1984 à Hong Kong, alors placé sous administration britannique. À l'âge de 5 ans, il connut une tragédie. Sa mère mourut dans un accident de voiture. Lors de ce même accident, il fut grièvement blessé à la tête. À partir de ce moment-là, il ne fut plus jamais le même. Il devint émotionnellement instable. Il éprouvait de grandes difficultés à se concentrer, et son humeur variait de manière imprévisible. Un instant, il se montrait agité et plein d'énergie. L'instant suivant, il explosait soudainement de colère. À l'âge de 8 ans, il fut interné dans un hôpital psychiatrique, où l'on diagnostiqua chez lui un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, communément appelé TDAH. Ce qui, au départ, pouvait passer pour de simples difficultés scolaires se transforma avec le temps en un poids constant. Il était incapable de maintenir son attention et peinait à créer des liens avec les autres enfants. Ceux qui l'ont connu se souviennent d'un garçon au caractère instable et difficile. Il s'emportait pour des détails que les autres jugeaient insignifiants et faisait des crises dès que les choses ne se déroulaient pas selon ses attentes. Peu à peu, son entourage préféra prendre ses distances. Finalement, il abandonna l'école dès la première année du collège, incapable de supporter la pression et la complexité de cet environnement social. La perte de sa mère laissa en lui un vide qui ne se combla jamais. Son père se remaria. Il eut une belle-mère qui tenta de s'occuper de lui, mais cela ne suffit pas. Son comportement ne fit qu'empirer. À l'âge de 15 ans, Ting avait déjà des démêlés avec la justice. Après avoir agressé quelqu'un, il passa 1 an dans un centre éducatif pour mineurs. Peu de temps après, un ami lui fit découvrir des substances illicites qu'il commença alors à consommer régulièrement. À 16 ans, Ting était déjà un habitué des clubs de Hong Kong. Il travaillait en journée, d'abord comme technicien en climatisation, puis, en 2008, dans le secteur des transports. Il gagnait peu, mais dépensait presque tout le soir, entre sorties et jeunes femmes. Puis vint la nuit qui allait tout changer. Le 27 avril 2008, Hong Kong s'illumina de 1000 feux. Dès que les employés de bureau quittèrent leur poste, les néons se mirent à scintiller, et la ville sembla se délester de son costume d'affaires. Les clubs proposaient tout ce qu'on pouvait rechercher pour s'oublier, alcool, substances et chaleur humaine. Et Ting était là, comme toujours. Ce soir-là, en apparence, rien ne le distinguait des autres. Il dilapida son salaire en boissons et en drogue, faisant la fête comme si le lendemain n'existait pas. Il buvait, riait, dansait, flirtait avec les femmes jusqu'à l'aube. Puis le soleil se leva, et les néons s'éteignirent. Ting rentra chez lui tant bien que mal. Il ne dormit pas. Il tremblait d'excitation,
mais ne se sentait pas satisfait. L'adrénaline continuait de le maintenir en éveil, et son désir ne s'était pas dissipé. Il sortit alors son téléphone, se connecta à l'un des forums bien connus de rendez-vous rémunérés, et il la vit. Il tomba sur l'annonce d'une fille qui n'avait que 16 ans. Sa photo l'attira aussitôt. Une peau lisse, de grands yeux, des lèvres délicates, un visage presque de poupée. Ting n'hésita pas une seule seconde. Il écrivit directement pour demander combien il fallait payer. Puis il transféra 1 500 $ hongkongais à Wong. Mais ces rencontres ne se limitaient généralement pas à une simple proximité physique. Elles incluaient aussi, le plus souvent, un véritable rendez-vous. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent d'abord dans un petit café chaleureux. Ils échangèrent quelques mots, et Wang se comporta comme elle le faisait presque toujours avec ses nouveaux clients. Chaleureuse, posée, sans poser de questions superflues, afin que son interlocuteur se sente à l'aise en sa présence. Après le déjeuner, ils se rendirent chez Ting. Là, ils s'assirent, burent et consommèrent ensemble des substances. L'effet fut rapide, intense. Leur humeur changea radicalement. Ils souriaient, riaient, parlaient comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. À un moment donné, Wang se livra. Elle parla à Ting de ses difficultés, de son sentiment profond de désespoir, et alla jusqu'à confier qu'il lui arrivait parfois de vouloir mourir. Selon Ting, c'est précisément cette confession, combinée aux substances illicites, qui provoqua en lui un basculement. Entre 1 h et 2 h du matin, son attitude changea brutalement. Il se jeta sur elle, lui saisit la gorge, enfonça ses doigts dans sa peau, puis la projeta au sol. Wang se débattit. Elle était plus petite, plus faible, et sous l'effet des substances, mais elle tenta malgré tout de se défendre. Peu à peu, son corps s'affaissa, sa respiration se rompit, puis elle perdit connaissance. Mais Ting ne s'arrêta pas. Il continua jusqu'à ce que Wang meure. La vue de son corps gisant sur le sol le ramena brutalement à la réalité. Il fut saisi de panique. Il comprit ce qu'il venait de faire. Plus tard, il affirma ne pas se souvenir précisément de l'instant et expliqua son geste par l'effet des substances et le brouillard qui envahissait son esprit. Mais une chose demeurait certaine à ses yeux. Wang était morte. Il ne lui restait plus qu'une seule option, se débarrasser du corps. Il parcourut l'appartement du regard, cherchant désespérément une issue à ce cauchemar. C'est alors que ses yeux se posèrent sur un couteau de boucher, dans la cuisine. À cet instant précis, il prit sa décision. Il fallait découper le corps. Alors commencèrent des heures d'horreur. Ting traîna le corps de Wang jusqu'à la salle de bain, le couteau de boucher à la main. Il commença par sectionner la tête, puis scia les membres et découpa le torse en fragments plus petits. Il prit même le temps de séparer méthodiquement les os de la chair. La pièce entière était maculée de sang. Morceau après morceau, il jeta les restes dans les toilettes, réduisant le corps humain à quelque chose d'irréconnaissable. Pendant tout ce temps, il appela à 3 reprises son ami Tae In-tak. Il ne s'agissait pas de conversations ordinaires, mais de véritables aveux. Ting dit à Tae qu'il avait tué Wang et lui décrivit ce qu'il était en train de faire, découper le corps en morceaux et les jeter dans les toilettes. Mais Tae pensa que Ting était simplement sous l'emprise de substances et qu'il délirait. Il prit cela pour une plaisanterie, rit et raccrocha. Mais Ting ne s'arrêta pas là. Il rassembla la tête de Wang, ses entrailles et les autres parties restantes dans un sac en plastique. Puis il se prépara, quitta son appartement et prit un bus en direction des quais de City Ferry. Arrivé sur place, il jeta le sac à la mer. Après s'être débarrassé de la tête, Ting se rendit au marché. Au milieu de la foule de bouchers et de clients, on y vendait de la viande fraîche. Là, parmi des paniers remplis d'os de porc, il mêla les restes de Wang, os et fragments de tissu, aux déchets et aux rebuts. Quant à ses effets personnels, Ting se les appropria et entreprit d'effacer toute trace. Il prit l'argent contenu dans son portefeuille et dans son sac à main, soit environ 3 400 $ hongkongais. Il jeta tout le reste. Le sac, le téléphone, tout disparut. Et avec cet argent, il continua à faire la fête. Il vécut comme si de rien n'était, dépensant l'argent de la jeune fille qu'il avait lui-même assassinée. Pendant 9 jours, il n'éprouva ni remords, ni culpabilité. Durant tout ce temps, la disparition de Wang ne suscita presque aucune inquiétude. Seule sa famille s'alarma. Le 29 avril, elle signala sa disparition. Une seule personne permit de faire éclater la vérité.
Tae, l'ami que Ting avait appelé alors qu'il démembravait Wang. Quelques jours plus tard, Tae vit aux informations un reportage consacré à la disparition d'une jeune fille de 16 ans. Les dates coïncidaient, le nom correspondait, et soudain, les appels étranges de Ting cessèrent de paraître comme de simples divagations sous l'effet de la drogue. Cela ressemblait à un aveu. Tae comprit qu'il ne pouvait plus se taire. Il se rendit à la police. Son témoignage, ainsi que les relevés téléphoniques confirmant les appels, convainquirent les enquêteurs de sa bonne foi. Ils agirent sans tarder. Ting fut arrêté en tant que principal suspect. Par la suite, la police remercia officiellement Tae pour son rôle déterminant dans l'enquête. Bien que les enquêteurs ne soient jamais parvenus à retrouver la tête de Wang, ni les parties du corps que Ting avait jetées à la mer, ils mirent malgré tout au jour des éléments accablants. Dans les canalisations situées sous son appartement, ils découvrirent plusieurs fragments de chair humaine. Le reste, les os et les morceaux abandonnés au marché, ne put jamais être retrouvé. Selon les enquêteurs, Ting les aurait probablement mélangés aux conteneurs destinés aux os et aux déchets utilisés par les bouchers spécialisés dans la viande de porc. Et c'est ici que commence ce qui choqua le plus l'opinion publique. Il existait une réelle possibilité que ces restes aient été collectés, transformés, puis réutilisés, notamment dans la fabrication de graisses et d'huiles alimentaires. Les fragments retrouvés dans les canalisations furent envoyés en laboratoire. Les analyses ADN confirmèrent les pires craintes. Ils appartenaient bien à Wang Kamui. Le 9 mai 2008, malgré l'absence de corps et de tête, mais grâce aux aveux recueillis lors des interrogatoires, Ting fut officiellement inculpé de meurtre. Un an plus tard, en juillet 2009, il comparut devant la Haute Cour de Hong Kong. Il fut poursuivi pour 2 chefs d'inculpation, meurtre avec préméditation et entrave à l'inhumation légale. L'affaire fut jugée par un magistrat et le verdict rendu par un jury composé de 7 membres. Lors de son audition, en répondant aux questions, Ting affirma ne pas se souvenir du moment du meurtre. Il attribua son comportement à l'effet de substances illicites. Selon lui, son état d'ivresse était tel qu'il ne se rappelait ni avoir tué Wang, ni avoir dissimulé son corps. Cependant, une contradiction majeure apparut. En dépit de ses déclarations sur une supposée amnésie, une preuve accablante existait. Une vidéo dans laquelle Ting formulait un aveu glaçant, racontant avec calme et précision les faits. Il y décrivait les événements ayant précédé le meurtre, la manière dont il avait découpé Wang, ainsi que la façon dont il s'était débarrassé de ses restes. Il guidait les enquêteurs à travers chaque étape, avec une cohérence troublante. C'est précisément sur ce point que l'accusation insista lors du procès. D'un côté, Ting affirmait n'avoir aucun souvenir. De l'autre, dans ses aveux filmés, il retraçait les faits avec une exactitude dérangeante. Si les substances interdites avaient réellement altéré son esprit à ce point, pourquoi n'en a-t-il pas parlé immédiatement? Pourquoi cette version n'est-elle apparue que plus tard, lorsqu'il préparait sa défense devant le tribunal? Cela ne tenait pas. C'est précisément pour cette raison que les jurés perçurent ses propos sur la perte de mémoire comme une tentative maladroite de susciter la pitié. D'autant plus qu'il semblait capable de se souvenir de détails frappants lorsque cela jouait en sa faveur, tout en affirmant avoir oublié ce qui pouvait l'incriminer. Alors pourquoi Ting a-t-il tué Wang? Aucun mobile officiel clair n'a été établi. Il n'y eut ni dispute, ni conflit financier, ni préméditation apparente. On sait seulement qu'ils étaient proches, qu'ils consommaient ensemble des substances illicites et que, déjà sous leur effet, Wang s'était confié à lui. Elle lui avait avoué se sentir désespérée, allant jusqu'à dire qu'il lui arrivait de ne plus avoir envie de vivre. Et, selon les propres déclarations de Ting, c'est précisément ce moment de vulnérabilité, combiné à son état mental altéré, qui aurait été le point de bascule de la tragédie. Mais les procureurs insistèrent. Il ne s'agissait pas d'une perte de contrôle. Ting comprenait parfaitement ce qu'il faisait et avait pleinement conscience de ses actes. Ce qu'il avait démontré, en revanche, c'était une cruauté extrême. Le 27 juillet 2009, après 3 heures de délibération, le jury rendit un verdict unanime. Ting, âgé de seulement 25 ans, fut reconnu coupable de meurtre. Le juge prononça la sentence. La réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre et obstruction à l'inhumation légale. La peine de mort ayant été abolie à Hong Kong en 1993, la prison à perpétuité constituait la sanction la plus lourde prévue par la loi. Ting interjeta appel. Mais le 4 décembre 2012,
la cour d'appel rejeta sa requête, confirmant à la fois sa culpabilité et sa peine. Il fut alors transféré à la prison de Stanley, l'un des établissements pénitentiaires les plus connus et les plus sévères de Hong Kong. Même derrière les barreaux, Ting continua de faire preuve de violence. En 2011, des informations firent état d'une agression. Ting et 3 autres détenus auraient attaqué un nouveau venu. Il s'agissait d'un homme condamné pour avoir maltraité ses 3 filles. Selon les éléments disponibles, cette agression pourrait être liée à une tentative d'extorsion qui aurait échoué. On ignore précisément ce qui s'est produit par la suite. Les détails des sanctions disciplinaires ou des suites judiciaires n'ont jamais été rendus publics. Mais une chose est certaine, Ting est toujours incarcéré et purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Lorsque la nouvelle du crime fut enfin rendue publique, Hong Kong fut plongé dans la terreur. De nombreuses personnes craignèrent d'avoir, sans le savoir, consommé les restes de Wong, ceux que Ting avait mêlés au panier du marché. Les bouchers furent eux aussi indignés. Les ventes chutèrent brutalement et la réputation des commerçants fut gravement ternie par la peur, les rumeurs et les soupçons de contamination. La mort de Wong force la ville à regarder en face le côté obscur des rendez-vous rémunérés, en particulier lorsque des mineurs sont impliqués. Les autorités commencèrent à lancer des avertissements clairs. Toutes les personnes impliquées dans ce type de pratique, qu'il s'agisse des acheteurs ou des vendeurs, seraient tenues pénalement responsables. La colère de la société fut vive et directement dirigée contre Ting. Mais un revirement troublant se produisit. Tay, celui-là même qui avait alerté la police, déclara aux journalistes qu'il considérait toujours Ting comme son ami, même après l'avoir dénoncé et après avoir appris ce qu'il avait fait. Le meurtre de Wong Kam-wee demeure, à ce jour, l'un des crimes les plus horribles de l'histoire de Hong Kong. Dans d'autres affaires très médiatisées, les restes des victimes avaient au moins été retrouvés en fragments suffisamment importants pour permettre leur identification. La tête de Wong, en revanche, n'a jamais été retrouvée. Elle a disparu et demeure introuvable à ce jour. C'est ainsi que se termine cette histoire. Pensez-vous que le verdict ait été juste ? Aurait-il été possible d'empêcher cette tragédie plus tôt ? Selon vous, qu'est-ce qui aurait réellement pu protéger des adolescentes vulnérables comme Wong Kam-wee ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode. Don grabbed on my grass and turned me around and threw the grass in my face. Okay, and I want to say this again. So what you said was Don grabbed you, turned you around, and threw gas in your face? Is that right? Yes. C'est ce qu'a déclaré Robbie Middleton, un garçon de 8 ans victime d'une agression violente qui a mis sa vie future en danger. L'enquête sur cette affaire a traîné pendant des années jusqu'à ce que Robbie fasse une déclaration franche et choquante. Robert Middleton, également connu sous le nom de Robbie, est né le 28 juin 1990 à Splendora, au Texas, États-Unis. Il a grandi dans une famille aimante composée de ses parents, Bobby et Colin Middleton, et de sa sœur aînée, Heather. Les Middleton vivaient dans une petite communauté où tout le monde se connaissait. Robbie était un enfant sympathique, qui aimait s'amuser et était curieux. Comme beaucoup d'autres enfants de son âge, il aimait passer son temps libre dehors. Mais par-dessus tout, il aimait partir en camping. Il rêvait depuis longtemps d'avoir sa propre tente. Lorsqu'il a eu 8 ans, ses parents ont décidé de lui offrir. Ce jour devait être le plus beau de sa vie, mais malheureusement, ce fut tout le contraire. La journée du 28 juin 1998 a commencé comme celle la plus heureuse pour toute la famille Middleton. Dès le réveil de Robbie, ses parents l'ont comblé d'amour et lui ont offert 2 cadeaux, une grande boîte et une petite enveloppe. En ouvrant la boîte, le garçon n'a pas pu contenir son excitation. Il a immédiatement réalisé qu'il s'agissait de la tente dont il rêvait depuis si longtemps. Après avoir remercié ses parents, il a ouvert l'enveloppe qui contenait une somme d'argent très importante pour un enfant de 8 ans. Un peu plus tard, Robbie a annoncé qu'il voulait utiliser la tente pour fêter son anniversaire avec son meilleur ami. Il a demandé à ses parents s'ils pouvaient monter la tente dans le jardin et acheter des feux d'artifice pour l'occasion, et ils l'ont non seulement autorisé à le faire, mais ils l'ont également accompagné au centre commercial pour acheter tout le nécessaire. Une fois ses courses effectuées, Robbie attendit le crépuscule pour aller chercher son ami qui vivait dans le même quartier,
mais de l'autre côté de la forêt. Bien que l'endroit soit isolé et mal éclairé, le garçon avait l'habitude de passer par là sans craindre d'avoir des ennuis. Cependant, ce jour-là, tout a changé et il a été attaqué de manière incroyablement brutale. Il a été attaché à un arbre à l'aide d'un filet de pêche, puis aspergé d'essence et brûlé vif. Malgré les cris de douleur de Robbie, personne ne l'a entendu. C'est cette horrible douleur qui l'a empêché de perdre connaissance et de mourir. Lorsque le filet qui retenait Robbie a brûlé, il a pu s'écarter. Littéralement à bout de force, il s'est frayé un chemin vers la route menant à sa maison. Au même moment, les voisins de Robbie qui rentrèrent du travail l'ont aperçu sortir des bois en rampant. Pensant au premier abord que ses vêtements étaient couverts de boue, ils se sont approchés et ont constaté qu'il était en réalité brûlé. Il avait une mine épouvantable, son corps fumait encore et sentait l'essence. Ses yeux étaient complètement blancs, sa peau avait fondu et ses paupières, ses lèvres, ses cheveux et ses parties génitales étaient complètement carbonisés. L'un des voisins de Robbie a remarqué un panache de fumée s'élevant des bois et s'est précipité pour s'assurer que le feu ne brûlait plus. Après s'être déplacé à une centaine de mètres de la route et avoir suivi la direction d'où émanait la fumée, il a découvert le site de l'incendie. Un petit arbre avait été presque entièrement brûlé par les flammes. Le sol autour de l'arbre était imbibé d'essence et une forte odeur de carburant flottait dans l'air. Pendant ce temps, Robbie répétait qu'il ne voyait rien, qu'il avait froid et très soif. Des habitants lui ont apporté de l'eau, une couverture et des glaçons. Heureusement, l'une des personnes présentes savait comment soigner les brûlures. Cette personne a averti les autres de ne pas toucher Robbie et de ne pas lui donner à boire, car cela pourrait aggraver son état déjà désastreux. Pendant que les voisins tentaient d'aider le garçon, ses parents s'inquiétaient déjà sérieusement de son absence. Alors qu'ils sortirent de la maison, ils ont vu un groupe d'habitants rassemblés au bout de la rue et qui appelaient à l'aide. Se précipitant instinctivement vers eux, ils découvrent l'enfant gravement brûlé sur tout le corps. En reconnaissant les baskets rouges de Robbie, Colin a immédiatement su qu'il s'agissait de son fils. Tout le monde a commencé à demander à Robbie ce qui lui était arrivé, s'il y avait eu un accident ou si quelqu'un l'avait attaqué. Accident ou agression? Au début, il semblait que le garçon ne savait pas quoi répondre. Mais Robbie a fini par avouer qu'un adolescent nommé Rex Taylor lui avait aspergé le visage d'essence. La première ambulance est alors arrivée sur les lieux. Peu après, Robbie a été transporté dans un petit hôpital de Houston, mais en raison de la gravité de ses blessures, il a été immédiatement réacheminé vers un centre médical de Galveston. Les parents de Robbie ont ensuite été informés que 99% de son corps était couvert de brûlures au 3e degré. Il n'avait pratiquement aucune chance de survie. Robbie a immédiatement été opéré pour éliminer la majeure partie de la peau brûlée. C'est à ce moment-là que le processus de remplacement des zones brûlées par de la peau cultivée en laboratoire a commencé. La seule partie du corps du garçon qui n'avait pas été brûlée était un petit segment au niveau de sa jambe droite. C'est sur cette partie que les spécialistes ont fait pousser des milliers de petits morceaux de peau en vue d'une transplantation. Contre toute attente, Robbie a survécu. Cependant, sa vie s'est transformée en une série d'hospitalisations interminables dans divers centres médicaux. Une enquête sur les circonstances de l'incident a été ouverte dès le lendemain. Les entretiens avec les voisins de Robbie ont révélé que ce dernier avait désigné un adolescent nommé Rex comme étant l'auteur de l'agression. Cependant, Rex lui-même a affirmé qu'il se trouvait avec ses amis en train de nager dans la rivière au moment des faits. Étant donné que tous les jeunes hommes coopéraient avec les autorités, les détectives ont écarté ces derniers de la liste des suspects. Mais faute de pistes, l'enquête est rapidement devenue une impasse. Cependant, la police a rapidement trouvé un nouveau suspect, Donald Wilburn Collins, un adolescent de 13 ans au caractère difficile. Il serait né en 1985. On sait peu de choses sur ses parents et son enfance. Sa mère est décédée lorsqu'il avait environ 8 ans. Il est alors allé vivre avec son père, qui lui a apparemment inculqué de mauvaises habitudes, telles que fumer et consommer de l'alcool. Lorsque le père de Donald a été envoyé en prison, il a commencé à errer de foyer en foyer parmi les membres éloignés de sa famille, jusqu'à ce qu'il soit finalement recueilli par son oncle et ses tantes maternelles, qui vivaient dans la même communauté que la famille de Robbie. Donald était surtout connu pour maltraiter les animaux et pour faire subir des brimades régulières aux jeunes enfants. C'est sans doute la raison pour laquelle les autres habitants refusaient que leurs enfants jouent avec lui. Contrairement à Robbie,
qui était aimé de tous, Donald ne s'entendait avec personne. Il n'avait pas d'amis proches et semblait ne rien faire d'autre que courir après les enfants plus jeunes qu'il enviait. Les inspecteurs l'ont arrêté après l'avoir vu à la télévision faire des commentaires sur l'incident. L'adolescent a donné plusieurs interviews impromptues à 2 chaînes d'information différentes, expliquant comment il pensait que Rex avait pu mettre le feu à Robbie. Pendant qu'il s'entretenait avec les journalistes, Donald a mentionné des détails que seule une personne présente dans les bois au moment de l'attaque pouvait connaître. Il a également indiqué qu'il avait récemment joué avec de l'essence et qu'il s'était brûlé la main, et que ce qui était arrivé à Robbie lui avait donné des cauchemars. Le 31 juillet 1998, les inspecteurs ont rencontré Robbie et sa mère pour poursuivre l'enquête et ont enregistré la conversation. Selon le garçon, il n'a pas eu le temps d'identifier l'agresseur car celui-ci l'a attaqué par derrière. Il a indiqué avoir vu un morceau de papier, un bidon et des chiens. Robbie a également déclaré qu'il avait entendu une portière de voiture se refermer peu avant d'être incendiée. Il a pensé que l'un des agresseurs pouvait être Donald parce qu'il avait reconnu sa voix, mais il a également mentionné une voix qui appartenait à un homme plus âgé. Il convient toutefois de noter que Robbie était sous l'influence de nombreux analgésiques et sédatifs au moment de l'entretien, ce qui pouvait avoir un impact sur la clarté de ses pensées. Son témoignage ne pouvait donc pas être pris au sérieux. Cependant, quelques jours plus tard, les inspecteurs ont de nouveau parlé à la mère de Robbie, qui a déclaré que son fils avait non seulement donné les noms de ses agresseurs, mais aussi des détails sur ce qu'ils lui avaient fait. Grâce à ces éléments, les inspecteurs ont obtenu un mandat d'arrêt contre Donald. Au cours de l'interrogatoire, l'adolescent a reconnu avoir participé à l'agression de Robbie. Il a notamment menacé à plusieurs reprises d'autres adolescents, promettant de les incendier comme Robbie alors qu'il était en détention juvénile. Certains d'entre eux en ont parlé à l'officier de garde qui a contacté les inspecteurs pour leur transmettre l'information. Un des témoins indique que Donald a déclaré avoir incendié Robbie uniquement sous l'influence de son oncle et de lui-même, qu'il avait précédemment poussé à avoir des relations intimes avec lui. Il craignait en effet qu'il n'en parle à ses parents. Selon lui, Donald a également dit qu'il avait trouvé l'aspect des yeux de Robbie drôle après l'avoir incendié. Il pensait qu'ils allaient sortir de sa tête. Malgré ces déclarations, l'accusation a décidé d'abandonner les poursuites contre Donald, qui a été remis en liberté en janvier 2000. La raison principale de ce dénouement est peut-être l'attitude de Robbie à l'égard de l'affaire. Ses déclarations incohérentes sur l'identité de son agresseur ont notamment contribué à cette issue. Et malgré les efforts de sa famille pour obtenir justice, l'enquête piétine. Pendant les 13 années qui ont suivi, la vie de Robbie a ressemblé à une lutte constante. Il a passé le plus clair de son temps dans des centres médicaux, subissant sans cesse des interventions chirurgicales et des traitements douloureux, au cours desquels il a été opéré plus de 150 fois. Cependant, il n'a jamais baissé les bras. Grâce au soutien inconditionnel de ses proches, il est devenu un symbole de résilience et de courage. Il a même pu reprendre une vie quotidienne normale et retourner sur les bancs de l'école. Certes, les choses ne se sont pas déroulées comme il l'aurait souhaité, car il a immédiatement été victime des moqueries de certains de ses camarades de classe en raison de son apparence. Mais sa volonté et son acceptation de la réalité lui ont permis de rencontrer un grand nombre de personnes compréhensives dans son entourage. Malgré tout ce qui lui est arrivé, il a fait preuve d'un courage incroyable au quotidien. Il a même réussi à se consacrer à des responsabilités dépassant ses propres besoins. Il rencontrait souvent d'autres victimes de crimes similaires et jouait ainsi le rôle d'avocat. Robbie a même lancé une campagne de collecte de fonds pour financer la recherche sur les transplantations. Sa compassion et son altruisme nous rappellent une fois de plus ce qui compte le plus. Alors que Robbie est devenu un modèle pour beaucoup, Donald a poursuivi sa route dans la criminalité. En 2001, alors qu'il avait 16 ans, il a été condamné pour atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant de 8 ans. Il n'y est resté que 4 ans. Depuis, sa vie se résume à une série d'événements constitués d'allers-retours réguliers en prison. Il est important de noter que Robbie n'a jamais douté un instant que Donald était responsable de ce qui lui était arrivé. C'est peut-être pour cette raison que lui et ses proches ont intenté une action civile en 2010, l'accusant de tentative de meurtre. La première lueur d'espoir de justice est peut-être apparue lorsque les Middleton ont fait appel à Craig Sicko, un avocat spécialisé dans les litiges civils qui les a aidés à intenter une action en justice contre Donald. L'objectif de ce dernier était d'obtenir une copie du rapport de police et de trouver une voie légale pour rouvrir l'enquête criminelle.
Il a pu obtenir des éléments d'enquête essentiels, recueillir la déposition d'un détective et s'entretenir avec les médecins traitants de Robbie. Malheureusement, alors que le procès était en cours, l'état de Robbie s'est considérablement détérioré. Bien qu'il ait lutté sans relâche contre les effets de l'agression, on lui avait déjà diagnostiqué un cancer de la peau, qui a fini par l'emporter à la fin du mois d'avril 2011. En guise d'ultime acte de courage, il a enregistré une vidéo de 27 minutes dans laquelle il raconte la vérité sur ce qui s'est passé ce jour fatidique, ainsi que d'autres détails qu'il avait soigneusement gardés pour lui jusqu'alors. Robbie y raconte les événements survenus dans les semaines précédant l'incendie criminel. Selon lui, Donald l'avait amené de force au même endroit et l'avait incité à avoir des relations intimes avec lui. Robbie a affirmé avoir agi de la sorte uniquement parce qu'il avait vu Donald inciter un autre garçon de 8 ans à avoir des relations intimes. Il a également indiqué qu'il avait cru entendre la voix d'un homme adulte le jour où Donald l'a incendié et que cet homme pourrait être l'oncle de l'agresseur. Après avoir enregistré ce témoignage, Robbie s'est éteint. Quelques jours plus tard, des dizaines de personnes se sont rendues à ses funérailles pour lui témoigner leur solidarité. Pendant que les proches de Robbie luttaient contre la douleur de la perte, son avocat a continué à participer au procès en introduisant de nouvelles preuves. Début septembre 2011, Donald a retrouvé la liberté après avoir récemment été incarcéré. 3 mois plus tard, la phase suivante du procès civil a eu lieu. Après avoir visionné une vidéo enregistrée par Robbie peu avant sa mort, le jury a rendu un jugement symbolique et a accordé à ses proches une compensation financière de 150 milliards de dollars. Ce montant est le plus élevé jamais accordé dans le cadre d'un procès civil dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Même s'ils savaient pertinemment qu'ils ne verraient jamais cet argent, les parents de Robbie ont considéré le jugement comme une forme de justice pour leur fils. D'ailleurs, l'argent n'était pas leur objectif premier. Après la fin du procès civil, les bureaux du shérif et du procureur du comté de Montgomery ont annoncé qu'ils rouvrirent l'enquête. Et il faut dire que la tâche était loin d'être facile. La nouvelle enquête a comporté plus de 200 entretiens avec des témoins potentiels, ainsi que des témoignages d'experts issus d'horizons variés. Au cours de la nouvelle enquête, les inspecteurs ont interrogé presque tous les témoins précédents et ont retrouvé ceux qui n'avaient pas témoigné en 1998. 2 de ces témoins sont devenus des éléments clés de l'affaire. L'un d'eux est la cousine de Donald. Elle a déclaré que la nuit où tout s'est passé, son frère lui a avoué que c'était lui qui avait attaché Robbie à un arbre avec un filet de pêche, puis l'avait aspergé d'essence et y avait mis le feu. Le témoin a noté que lorsqu'elle en a parlé à l'un de ses proches, celui-ci lui a répondu que les adultes allaient s'en occuper. Cette affaire soulève de nombreuses questions juridiques dont la plupart sont liées au fait que Donald n'avait que 13 ans au moment des faits. Néanmoins, toutes les personnes impliquées dans cette affaire se sont efforcées d'obtenir une véritable justice pour Robbie et sa famille et d'assurer la mise en détention de Donald. En 2012, le procureur chargé de l'enquête a demandé au tribunal de district l'autorisation de juger Donald en tant qu'adulte. Bien sûr, il était déjà adulte à ce moment-là, mais il convient de rappeler qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 18 ans au moment du crime. Dans sa réponse formelle, le juge de district a simplement noté que les procureurs avaient le droit de traiter les affaires impliquant des mineurs comme des adultes à leur seule discrétion. Il n'a toutefois pas formulé de conclusion spécifique concernant l'affaire. Finalement, le procureur a décidé de poursuivre Donald comme un adulte en vertu d'une loi texane promulguée en 1999, soit 1 an après l'agression de Robbie. Jusqu'à cette date, l'âge minimum pour que les adolescents soient reconnus comme des adultes était de 14 ans. En vertu des nouvelles règles, cet âge a été ramené à 10 ans. Le procureur a insisté sur le fait que, puisque Robbie est décédé en 2011, Donald est désormais soumis à ces nouvelles règles. L'avocat du délinquant a pour sa part fait valoir qu'il était illégal de reconnaître son client comme un adulte, car la loi n'avait changé qu'1 an après l'agression proprement dite. En d'autres termes, il devait être jugé selon les lois en vigueur en 1998. Lors de l'audience officielle de plaidoirie de Donald, plusieurs témoins ont déclaré qu'il leur avait personnellement avoué le délit. Finalement, le juge a conclu que Donald devait être considéré comme un adulte et recevoir une peine plus sévère pour le meurtre ou l'homicide involontaire de Robbie. Suite à cette décision, l'affaire a été transférée au bureau du procureur. En raison de la large couverture médiatique de l'affaire, et ce non seulement en 1998, date des principaux faits, mais aussi lors du procès civil,
la défense de Donald a déposé une demande de changement de lieu. Le juge a ensuite accédé à cette demande au motif que l'importante couverture médiatique de l'affaire aurait pu nuire à l'impartialité du jury. L'affaire a donc été déplacée dans un comté voisin, ce qui a posé quelques problèmes logistiques aux témoins de l'accusation. La plupart d'entre eux, au moins une quarantaine, étaient des personnes à faible revenu qui ne pouvaient tout simplement pas s'absenter de leur travail, ni disposer d'un moyen de transport personnel ou des moyens de couvrir les coûts de la vie dans une autre ville. L'accusation est toutefois parvenue à obtenir la présence de la plupart des témoins clés, malgré quelques difficultés. Cependant, un autre problème est survenu. En effet, une dizaine de témoins étaient des détenus qui avaient été incarcérés avec Donald en 1998. Et au moment où le procès a débuté, toutes ces personnes se trouvaient encore au sein du département pénitentiaire du Texas. Malgré tous ces désagréments, le procès de Donald a débuté en 2015. En raison de la complexité générale de l'affaire, les procureurs ont décidé de ne pas suivre l'ordre chronologique habituel. Ils ont commencé par entendre le témoignage de l'un des médecins traitants de Robbie qui a décrit ses blessures, son état mental et les véritables causes de sa mort. Le juge ayant exclu les aveux de Donald concernant l'agression de Robbie comme élément de preuve essentiel lors de l'audience préliminaire, les procureurs ont dû trouver d'autres moyens d'expliquer au jury ce qui s'était réellement passé. Ils ont donc utilisé la vidéo du témoignage de Robbie, qui était déjà crucial pour l'affaire, car il confirmait que Donald l'avait attaqué pour couvrir un autre crime, tout aussi grave. Au final, le jury a visionné à plusieurs reprises une cassette vidéo dans laquelle Robbie témoignait que l'accusé l'avait incendié quelque temps après avoir eu des rapports intimes avec lui. Selon le procureur général, Donald avait mis le feu à Robbie pour l'empêcher de parler d'un autre crime. Alors que Robbie a déclaré à plusieurs reprises avoir entendu la voix d'un homme adulte au moment de l'agression, les autorités n'ont jamais trouvé la moindre preuve de la présence de cet homme. Alors que les 12 jurés assistaient, médusés, aux aveux de Robbie, Donald a tourné le dos à l'écran du projecteur et a commencé à lire quelque chose. Immédiatement après, ses représentants ont déclaré que les procureurs avaient délibérément joué sur les sentiments et les émotions du jury parce qu'ils n'avaient pas de véritable témoin de l'agression. À un moment donné, l'accusation a appelé à la barre la cousine de Donald. Elle a affirmé que l'accusé lui avait avoué avoir agressé Robbie. Les témoins qui avaient été incarcérés avec Donald en 1998 ont également été appelés à la barre. Tous ont témoigné des aveux de l'accusé pendant sa détention. Il convient de noter que les procureurs ont également évoqué d'autres infractions commises par Donald. Ils ont notamment mentionné les atteintes à l'intégrité sexuelle d'une fillette de 6 ans et d'un garçon de 8 ans. Le 9 février 2015, un jury composé de 7 femmes et de 5 hommes a déclaré Donald Wilburn Collins, âgé de 29 ans, coupable de meurtre et condamné à 40 ans de prison. Il n'a exprimé aucune émotion en entendant ce verdict. Colleen, la mère de Robbie, a pour sa part déclaré que son fils serait heureux d'un tel résultat, car Donald ne pourra plus faire de mal à un autre enfant. Elle a également été appelée à témoigner lors de la phase de détermination de la peine pour parler de son fils et de tout ce qu'ils ont vécu ces dernières années. Bien qu'une telle peine garantisse pratiquement que Donald passera une grande partie de sa vie en prison, elle n'était pas suffisante pour les proches de Robbie. Quant aux procureurs et détectives impliqués dans l'affaire, ils se sont tous déclarés satisfaits du verdict, car après 17 ans, la justice avait enfin été rendue. L'avocat principal de Donald a pour sa part déclaré qu'il trouvait la peine trop sévère. Il a d'ailleurs fait appel de la décision du tribunal de première instance de juger son client comme un adulte pour un délit commis alors qu'il était mineur. Il a également fait valoir que l'accusation ne s'était appuyée que sur des preuves circonstancielles lors du procès. Selon lui, il n'y avait pas le moindre élément de preuve physique ou témoignage prouvant l'agression et l'atteinte à l'intégrité sexuelle de Robbie. Malgré tous les arguments et les efforts de la défense de Donald, les 3 cours d'appel ont confirmé la condamnation. Le dernier jugement a été rendu en octobre 2017. Après avoir épuisé toutes les voies de recours au sein de l'État, il était possible que les avocats de Donald fassent appel devant la Cour fédérale. Cependant, je n'ai jamais pu trouver d'informations appuyant cette hypothèse. À ce jour, Donald est toujours incarcéré dans une prison de haute sécurité située dans l'État du Texas. Il ne pourra bénéficier d'une libération conditionnelle qu'en 2033. L'histoire de Robbie Middleton est sans aucun doute un rappel douloureux de la cruauté qui se cache dans les gens, ainsi que du courage incroyable d'un petit garçon qui n'a pas abandonné et qui s'est battu jusqu'au bout.
Robbie a traversé beaucoup d'épreuves pour retrouver une vie normale et il a fini par obtenir justice, mais le chemin a été trop douloureux pour lui. Nous avons tous des secrets que nous dissimulons aux autres et que nous ne pouvons pas révéler, même à nos amis les plus proches. La situation qui se déroule depuis près de 20 ans en Croatie correspond parfaitement à cette description. Jasmina Dominic est née en 1977 de Martin et Katarina Dominic. Elle avait une sœur, Smiljana, de 3 ans son aînée. Jasmina a étudié les sciences politiques et a intégré l'université en 1996 ou 1997. Elle a d'abord étudié à temps plein puis en soirée avant d'abandonner ses études en 1999. À cette époque, elle vivait dans un appartement à Zagreb. Il est possible qu'elle ait vécu avec quelqu'un à cette période, mais on ne sait pas qui c'était ni si elle entretenait une relation avec cette personne à ce moment-là. Les informations sont rares. Cela est probablement dû au fait que sa sœur et sa famille n'ont pas beaucoup de choses à dire à son sujet. Quant à la relation de Smiljana avec ses parents, elle a accusé son père Martin Dominic de violence et de tendances alcooliques. Mais il est difficile de savoir si l'on peut croire la jeune fille, car elle aurait pu avoir formulé ces accusations uniquement pour accuser l'homme devant le tribunal. Jasmina Dominic a été vue pour la dernière fois en 2000, alors qu'elle avait 23 ans. Son oncle, qui n'a jamais manqué une comparution devant le tribunal, a déclaré ce qui suit. Jasmina était quelqu'un de bien et d'honnête. Elle travaillait dur pour terminer ses études malgré la pauvreté et les difficultés. Il affirme l'avoir vue pour la dernière fois avec une veste en cuir en 2000. Elle l'a saluée alors qu'elle attendait le bus. Les parents de Jasmina affirment qu'ils l'ont vue pour la dernière fois la même année, puis qu'elle a disparu et qu'elle n'a été retrouvée que 19 ans plus tard. L'étrangeté de cette histoire tient au fait que la famille de la jeune fille n'a pas signalé sa disparition pendant 5 ans. Personne ne savait où elle se trouvait, mais personne n'a pris la peine de déclarer sa disparition. Selon son père, la jeune fille voulait voyager et s'installer à Paris avec son petit ami français. Elle cherchait également un emploi sur un navire. Le problème, c'est que Jasmina n'a jamais évoqué ses projets devant sa famille. En 2000, la communication entre elle et sa famille se faisait par l'intermédiaire de Smiljana, sa sœur. Elle racontait sa vie à ses parents, à ses voisins, à tous ceux qui le demandaient. Elle semblait connaître tous les détails et était, pour une raison quelconque, la seule personne avec laquelle la disparue communiquait. Si l'histoire n'a pas été évoquée pendant si longtemps, c'est peut-être parce que la famille a cru à la légende selon laquelle Jasmina était partie et avait entamé une nouvelle vie. Mais personne ne s'est douté de rien après toutes ces années. La seule explication possible pour que Jasmina n'ait eu de contact qu'avec sa sœur est qu'elle ne s'entendait pas avec ses parents. Toutes les autres explications semblent absurdes. L'étrangeté ne s'arrête pas là. En 2004 ou 2005, selon un voisin, Smiljana lui a emprunté une couverture parce que Jasmina allait rentrer à la maison avec son petit ami. Lorsqu'il lui a demandé si Jasmina était à la maison, ce qu'elle a confirmé, Smiljana a expliqué que sa sœur était venue le samedi soir et qu'elle était repartie le dimanche matin. Un témoin a également entendu Smiljana dire que Jasmina vivait à Paris et ne communiquait qu'avec elle. Ce témoin a révélé un autre détail important. Il est notamment allé faire des courses en Hongrie avec Smiljana et son mari Ivan. J'ai vu Smiljana tenir les papiers d'identité de sa sœur, une pièce d'identité. Il lui a demandé ce qu'elle faisait de la carte de sa sœur et elle a répondu qu'elles étaient très semblables et qu'elle pouvait donc utiliser la carte de sa sœur. Mais il était étrange qu'elle n'utilise pas la sienne. Cependant, un peu plus tard, lorsque les détails ont été révélés, la police s'en aperçoit. Le téléphone de Jasmina a été retrouvé chez elle. Il a probablement été brièvement activé en 2001, un an après sa disparition, lorsque quelqu'un l'a mis en marche. En 2005, Katarina, la mère de Jasmina, a finalement déposé une déclaration de disparition de sa fille. Dans l'appartement de Jasmina, on a trouvé ses papiers périmés. Cela signifiait que la jeune fille ne pouvait pas voyager, car les documents étaient devenus invalides 3 ans après sa disparition. Elle ne pouvait donc franchir aucune frontière. C'est ainsi que la mère de Jasmina a compris que la situation était critique. Cependant, pendant 19 ans, rien n'était clair, aucune piste n'avait permis de retrouver la trace de la jeune fille. Depuis qu'elle a été portée disparue en 2005, la police s'est régulièrement rendue dans la maison où elle vivait pour vérifier si elle avait des nouvelles. Dans les contacts de son téléphone, aucun numéro ne ressortait comme suspect. Il n'y avait pas non plus de preuve qu'un crime ait été commis.
La police n'a pas fait beaucoup d'efforts pour retrouver la trace de la jeune fille, ce qui lui a valu des critiques, surtout lorsque l'affaire a été rouverte. Il est clair que l'enquête a été menée de manière négligente. Mais soudain, une découverte terrible a été faite. Smiljana, la sœur de Jasmina, vivait dans la maison avec son mari et ses 3 filles. Un jour, ils ont décidé d'éteindre le congélateur qui se trouvait dans la pièce la plus éloignée car il consommait beaucoup d'électricité. Quelques heures après l'avoir éteint, une odeur abominable de pourriture s'est dégagée. L'une des filles de Smiljana, accompagnée de son petit ami David, a décidé de découvrir l'origine de cette odeur. Ils se sont approchés du congélateur qui contenait encore des blocs de glace. David a été le premier à remarquer que des jambes humaines dépassaient du congélateur. Dès qu'ils ont compris ce qui se passait, ils ont immédiatement alerté la police. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé au fond du congélateur. Elle portait un collant en nylon autour du cou. L'autopsie a révélé qu'elle avait été frappée à la tête avec un objet lourd. L'enquête a repris de plus belle dès que le corps de Jasmina a été retrouvé chez sa sœur. 4 jours après la découverte, Jasmina a été enterrée dans un cimetière local, aux côtés de son père Martin, décédé d'un cancer en 2013 sans jamais avoir su ce qui était arrivé à sa fille cadette. Elle a été inhumée dans un cercueil blanc, spécialement fabriqué pour elle, en raison de la position dans laquelle elle avait été retrouvée dans le congélateur. Les membres de la famille et les amis lui ont fait leurs adieux ce jour-là, sans connaître les circonstances de sa mort. Personne ne savait ce qui s'était passé, mais tous regardaient déjà sa sœur différemment. Smiljana, une femme mariée de 46 ans, a déclaré qu'elle aimait toujours sa sœur et qu'elle ne lui avait jamais fait de mal. Elle ne sait pas comment le corps a fini dans sa maison. Malgré ces affirmations, certains événements survenus au fil des ans laissent entendre que la jeune femme a tenté de dissimuler la mort de sa sœur. Ainsi, la police a remarqué que Smiljana utilisait le passeport de sa sœur. Elle a déclaré qu'elle le portait sur elle parce qu'elle se ressemblait, mais c'était probablement pour que, lors de l'enquête, il soit mentionné que Jasmina avait effectué des achats en Hongrie et avait donc franchi la frontière, ce qui laisserait entendre qu'elle était en vie. Cependant, les gardes-frontières n'ont enregistré aucune utilisation du document, de sorte qu'aucune information n'est apparue indiquant que Jasmina se trouvait en Hongrie, bien qu'il y ait eu une tentative de falsification. Smiljana a également adopté un comportement étrange. L'un des policiers a déclaré qu'elle aurait dû passer 2 fois le test du détecteur de mensonges, mais cela n'a pas été fait en raison de son état de santé. Elle a affirmé qu'elle était malade, mais que la police avait tiré les leçons des affaires précédentes. Il faut savoir que la femme avait déjà été reconnue coupable de parjure par le tribunal municipal en juin 2016 et avait été condamnée à 4 mois de prison. Pourquoi Smiljana a-t-elle été reconnue coupable de parjure ? En avril 2014, elle avait menti à la police en affirmant qu'elle avait été attaquée par 3 Roms qui lui avaient repris son argent et ses bijoux. Mais il s'agissait d'un mensonge, car personne ne l'avait attaquée. Les raisons de son mensonge restent inconnues. On a également appris que Smiljana n'avait pas terminé l'école secondaire, non pas à cause de mauvaises notes, mais en raison de son manque d'assiduité. Ses parents n'en ont jamais rien su, car la jeune fille prenait son petit déjeuner tous les jours, s'habillait et quittait la maison comme une adolescente normale, sauf qu'au lieu d'aller à l'école, elle faisait autre chose. La mère de Jasmina et le mari de Smiljana, Ivan, ont refusé de témoigner. Katarina, la fille aînée de Smiljana, s'est exprimée sur ce qui s'est passé. Elle, son petit ami et sa mère ont décidé de débrancher le congélateur et de le sortir de la maison où ils ont trouvé le corps. La jeune fille a confirmé que tout le monde s'était déplacé et avait essayé de sortir le congélateur, mais qu'ils avaient décidé d'attendre qu'il fonde avant de poursuivre les opérations. Elle explique ainsi que la famille a rapidement compris ce qui se passait. Car dès que tous les objets ont été retirés du congélateur, le corps est devenu immédiatement visible. Il est donc étrange que Smiljana ait laissé faire et ait décidé d'éteindre le congélateur en même temps que les autres. Elle aurait pu accepter de l'éteindre et changer de sujet. Nous devons donc ajouter un élément important. Martin, le père des sœurs, a vécu dans la même maison où tout s'est passé jusqu'à sa mort en 2013. Il y a donc beaucoup d'interrogations. Le père est peut-être responsable de ce qui s'est passé. On dit de lui qu'il était alcoolique et qu'il maltraitait la famille. Il n'y a pas de preuves tangibles, surtout après une si longue période, mais tout ce que l'on sait, c'est que cet homme a vécu dans la maison jusqu'à sa mort. Il y est peut-être pour quelque chose. Peut-être que quelqu'un d'autre dans cette famille a commis ce crime sur la victime et qu'ils l'ont ensuite couvert ensemble. Pour que le procès de Smiljana puisse avoir lieu,
Elle a dû passer des examens médicaux. Le rapport psychiatrique a confirmé qu'elle présentait un trouble de la personnalité avec des traits désocialisés et narcissiques prédominants. Les personnes présentant ce type de personnalité sont plus enclines à l'agression et à la violence et croient que tous leurs caprices doivent être immédiatement satisfaits, quelles qu'en soient les conséquences. Les individus atteints de ce trouble réagissent souvent de manière agressive ou ne manifestent aucune émotion. Ils ne se sentent pas coupables et rationalisent leur comportement pour justifier leurs actes. Ainsi, compte tenu du diagnostic de la suspecte, il est tout à fait possible qu'elle soit coupable. À ce stade, nous ne disposons pas de preuves tangibles et ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Cependant, ces empreintes digitales ont été retrouvées sur un sac situé à proximité du corps de la victime et la femme a également expliqué que les deux sœurs portaient des collants retrouvés sur le corps de la victime. Il est donc possible que l'empreinte du collant se soit retrouvée sur le sac. Smiljana est connue pour avoir acheté ce sac. Bien sûr, ses empreintes y figuraient, donc ce n'était pas un indice. Cependant, le fait que le sac ait été retrouvé à l'intérieur du congélateur est suggestif. Finalement, après le procès, Smiljana a été reconnue coupable et condamnée à 15 ans de prison. Elle a été jugée coupable d'avoir tué sa sœur et d'avoir conservé le corps dans le congélateur. Elle a également été accusée de lui avoir porté des coups avec un objet lourd. Elle a toujours plaidé non coupable. Elle a été condamnée à la peine maximale possible à l'époque, soit 15 ans de prison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à partager ce que vous en avez retenu dans les commentaires. J'ai hâte de découvrir vos impressions et de savoir ce que vous en pensez. Parlons-en ensemble. Merci encore d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.